parle avec le club, avec l'avocat et tout. Il m'offre 1 an. Quand il m'envoie le contrat, c'est écrit donc 1 an. Ça dit, si je résilie mon contrat, je dois payer 3 mois de salaire. Je me dis, mais imagine si j'aime pas. 3 mois, c'est beaucoup. Donc, je dois faire 1 année. Je dis non, impossible. Donc, je réponds, j'ai dit, il vous reste 3 mois pour finir la saison. Parce qu'on a dit juillet, août, septembre. Il me dit oui. Je donne mon contrat pour 3 mois. C'est tout. Je veux juste ça. Donc, je fais ce contrat-là. Je vais là-bas, j'arrive. Premier jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au 3e épisode des séances Kinugo, où je discute avec des personnalités impliquées dans l'activité physique à Montréal. On parle d'athlètes, de coachs, mais on parle surtout avec des préparateurs physiques. Et aujourd'hui, je suis honoré d'être d'une part au stade Saputo, terrain du CF Montréal, et je suis accompagné d'un bon ami à moi, Dia Amara. Dia, comment ça va? Ça va très bien. Je voulais te présenter Dia. Dia, c'est le Lead Strength and Conditioning. Donc, en gros, c'est le préparateur physique associé au CF Montréal. On va rentrer en détail sur ce travail qu'il fait aujourd'hui. Mais avant, il faut que je revienne à la genèse de Dia Amara. Dia, tu as grandi en Tunisie. Ouais. Comment ça s'est passé? Tes premiers souvenirs en lien avec l'activité physique? Parce que ça, c'est la question que je pose tout le temps. C'est quoi tes premiers souvenirs que tu as quand tu étais jeune? J'ai joué au foot comme tout le monde. Puis après, on touchait un peu tout, un peu de basket dans le quartier. Je sais pas si toi tu te rappelles, mais on habitait. Mais moi, j'habitais pas en Tunisie à cette époque-là. Parle-moi de la Tunisie. Dis-moi comment ça s'est passé. Est-ce que tu as des souvenirs de comment c'était en Tunisie? C'est plus, en fait, moi, quand je voyage, je dis chez moi, c'est ici. Parce que c'est ici où mes yeux se sont ouverts. Ah, Donc, mais tu sais, à la maison, on garde la culture et tout, donc on n'oublie pas d'où on vient. C'est juste que l'adolescence et tout, c'est ici, on a connu la vie ici, donc j'ai beaucoup de souvenirs d'ici. C'est ça qui t'a le plus marqué? Ouais, parce que c'est là où on a connu la vie. Exact. Fait que ouais, là, je comprends pourquoi tu dis qu'on était voisins, puis à cette époque-là, on jouait dans les terrains de soccer. Ouais, donc on habitait dans 2 immeubles à côté, Ville Saint-Laurent. Donc c'est beaucoup de souvenirs, ça. Tu vois, c'est ça que j'ai comment tout a commencé, comment mes parents ils sont venus ici. Et donc je me rappelle de ça beaucoup. Et après, on parlera plus tard de ce Bien sûr, bien sûr. Et à cette époque-là, est-ce qu'il y a un souvenir qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a un match de soccer que tu as regardé à l'époque qui t'a émerveillé? Moi, je me rappelle, c'est Brésil, c'est gagné contre l'Allemagne, la Coupe du Monde, les buts de Ronaldo avec sa coupe de cheveux. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, qui a fait en sorte que je veuille jouer au soccer. Toi, est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'avait marqué, qui t'a inspiré à continuer dans l'activité physique? Pas vraiment, pas vraiment. J'ai toujours aimé le foot. Ok, mais c'est pas. Je voulais en fait un travail où je me sens libre, où j'ai pas de restrictions, et je voulais quelque chose dans le sport. Mais il n'y a pas vraiment quelque chose qui m'a fait un déclic. C'est juste comme tout le monde, je me cherchais à droite et à gauche, et après je me dis mais je sais pas qu'est-ce que j'aime. J'aime le sport. J'ai cherché qu'est-ce qu'il y a dans le sport. J'ai trouvé ça, puis j'ai commencé. Et quand tu parles de ça, on parle de kinésiologie. Ouais. Où est-ce que tu as entendu parler de la kinésiologie? Parce que là, on est bien d'accord que quand on était jeune puis qu'on jouait dans les terrains de foot, je pense que les métiers, c'est soit devenir joueur professionnel, être coach ou manager d'une équipe sportive. Le budget n'est pas là pour commencer à vouloir être manager. Mais kinésiologie, c'est pas quelque chose qu'on entendait parler. D'où toi, c'était venu l'idée? Ouais, en fait, c'est fou parce que je me rappelle, j'étais au cégep et j'étudiais en informatique. À la base, je voulais devenir ingénieur. Toute ma famille, ils vont dans cette direction-là. Je voulais être ingénieur, mais ça a commencé à aller mal au cégep. J'ai commencé à couler des cours, je commençais à stresser. Et là, un jour, mon oncle arrive et me dit « Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu aimes faire ?» On a commencé à chercher sur Internet. Mais moi, je regardais beaucoup de matchs. Et il y avait une période où, dans le monde arabe, les préparateurs physiques tunisiens, ils étaient partout. Et vu que je connais le foot tunisien, je sais que dans toutes les meilleures équipes, que ce soit en Arabie, en Égypte, partout en Tunisie, c'était des préparateurs physiques tunisiens. Et vu que je regarde les émissions de foot aussi,
bah, j'ai commencé à découvrir ce métier-là. Mais je ne savais pas que ça s'appelait kinésiologie. Je sais que c'est de la préparation physique. Puis je m'intéressais parce que je me dis, ça, c'est pas joueur de foot. Moi, joueur de foot, je peux pas. Mais ça, je peux le faire parce que ça s'étudie. Donc mon oncle, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? On a commencé à chercher. On est allé voir le conseiller au cégep et on a trouvé que le chemin pour entraîner des joueurs physiquement, ça s'appelait kinésiologie. Et c'est là où je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire. C'est quand même intéressant parce que, pas te mentir, à l'épisode 1 avec Marie-Belle, c'est exactement la conseillère d'orientation qui l'avait guidée vers le baccalauréat en kinésiologie. Moi, je le sais, pas parce que j'ai consulté une conseillère, mais parce que Dia, c'était l'aîné un peu une année avant moi et j'ai suivi son parcours universitaire. Rentrons-y dans ce parcours universitaire. Comment ça s'est passé pour toi, l'introduction de ce baccalauréat? Est-ce que ça remplissait les attentes que tu avais de devenir préparateur physique? Parce que clairement, si tu vas dans ce bac-là, c'est pour devenir préparateur physique. Ouais, en fait, moi, si je résume un peu pour qu'on aille bien suivre Bien sûr, oui, étapes, vas-y. moi, je trouve que dans ma vie, il y a deux périodes importantes. C'était avant 21 ans, OK, après entre 21 et 28 et après 28. OK. Avant 21, donc c'était le cégep où j'étais un peu perdu. Je voulais faire informatique, après j'ai changé, j'ai coulé des cours. Puis, donc, la dernière partie du cégep, c'était un peu chaud. La cotère? En fait, c'était mauvais. Les seuls cours que je passais, c'était les cours où il fallait penser. Donc, mathématiques, physique, c'était juste ça. Le reste, j'étais pas bon. J'étais juste bon en maths et physique. Et je me rappelle, j'ai reçu une lettre à la maison qui disait que si la session d'après, je coule un cours, je suis renvoyé. Puis là, ça m'a réveillé un peu. Je me suis dit, OK, c'est là où j'ai consulté le conseiller parce que j'aimais pas informatique. Et je me dis, je peux pas gâcher ma vie parce que je suis bon en maths, je suis bon en physique. J'étais enrichi à l'école et tout, toujours des bonnes notes, mais le reste des cours, c'était nul. Et donc, j'ai connu ce programme-là, mais pour y rentrer, j'ai pas mon cégep. Il fallait faire étudiant libre. Et donc, j'ai gâché une année, j'ai fait étudiant libre. Je me suis dit, ça, c'est mon jeton, là. Il faut que je tue cette année-là. Et donc, j'ai pris des cours étudiants libres et j'ai eu A+ dans tout parce que j'étais focus. En fait, tu avais un objectif clair. C'était ça que je voulais faire. Et j'aimais. Donc, j'ai eu A+, j'ai appliqué, j'ai été accepté. Et donc, au début, j'ai été accepté en éducation physique et j'étais accepté conditionnellement en kinésiologie. La condition, c'était que je réussisse mon cours de biologie que je devais prendre l'été. Et donc, éducation physique, au début, quand j'ai été accepté, j'ai eu un peu de paresse. Je dis, ah, c'est bon, je vais faire ça. Je suis rentré, je vais faire ça, c'est bon. Je me rappelle, première session, on fait un cours et ils commencent à nous parler des salaires et tout. Et là, ils disent, bon, éducation physique, professeur, vous commencez à 38 000 ou 45, je ne me rappelle pas. Je quitte le cours, je me dis, impossible que je fais ça. Ce cours, dès que tu entends l'information. Impossible que je fais ça. Je monte voir le directeur, je lui dis, monsieur Marc Bélanger, je veux changer de programme. Je peux pas, parce que moi, dans ma tête, je savais que les préparateurs, ça gagnait bien. Je voulais avoir un salaire à 3 chiffres, je voulais des trucs comme ça. Tu sais, nous, bien sûr, on a des ambitions. Vraiment. Et donc, j'ai annulé tous mes cours d'éducation physique. J'ai commencé à faire les cours de kinésiologie qui existent dans les deux programmes. Et l'année d'après, en fait, l'été, j'ai passé mon cours de bio et je suis rentré en kin. Et là, ça a commencé. Là, c'était vraiment, c'est ça que je veux faire. Je dois le réussir, je dois être le meilleur. Mais là, le truc, c'est que je retombe encore dans le même cycle où il y avait des cours que j'aimais pas. Et moi, si j'aime pas un cours, je peux pas bien le faire. C'est que je vais juste passer limite. Donc, il y avait des cours où je maîtrisais bien. C'était genre biomécanique, cinésiologie, physiologie, ça j'aimais. Mais tu m'amènes d'autres cours où il faut du par cœur et tout, impossible. Et donc, l'idée, c'était, je savais que je pouvais pas finir parmi les meilleurs parce que ces cours-là, j'aime pas. Donc, je me dis, par contre, je peux miser sur l'expérience. Donc, je me suis dit, dès que je commence mon bac jusqu'à la fin, il faut que je devance les autres avec l'expérience. Et c'est grâce à ça que, une fois que j'ai terminé, j'étais devant
Est-ce qu'on peut par rapport à ça. toucher un peu cette expérience? Parce que je sais que tu as travaillé dans différents milieux, tu as touché un peu l'académie à un certain point. Non, pas l'académie. En fait, l'UQAM. l'UQAM, oui, c'est ça, les citadins, pardon. Ouais. Tu avais touché les citadins, tu avais touché les équipes de basket, les équipes de soccer. Ça, c'est une grosse Tu as histoire. Athanasio qui t'a quand même mentoré à ce moment-là. Ouais. En fait, je me rappelle, le premier stage, on devait faire un stage dans un gym. Je fais mon stage énergie cardio. Première évaluation, il me donne 20%. Je dis, wow, c'est quoi ça? Moi, je voulais faire ça, j'ai 20%. J'ai dit, c'est impossible. Et j'ai changé de, comment on appelle ça, le formateur ou je sais pas quoi, là, le maître de stage. Maître de stage. Okay. J'ai changé. Après, ça allait bien. Mais ce 20%-là, c'était pas assez pour que j'ai un doute parce que je savais que c'était ça que je voulais faire et énergie cardio, c'était juste un passage. Et donc, j'ai envoyé à l'INS, j'ai envoyé à l'académie, j'ai envoyé à toutes les équipes de la Ligue 1 en France. J'ai fait des lettres, enveloppes, timbres, j'ai envoyé par la poste. Ambitieux dès à ce moment-là. J'ai essayé en Tunisie, à l'Espérance. Aucun m'a pris. Aucun. De France, j'ai reçu 2 réponses, Montpellier et Saint-Étienne. Donc, merci à eux. Ah, des lettres de refus, ouais, c'est ça. Au moins, ils t'ont dit, non, t'es pas accepté. OK. Mais ici, l'INS, l'Impact avant, rien du tout. L'Impact, je ne pouvais pas venir, mais je suis allé par mes propres pieds à l'INS. J'ai rencontré la personne, je suis arrivé, j'ai dit, est-ce que je peux parler à Corey et tout. Il est sorti, j'ai dit, j'ai envoyé des courriels et tout, vous ne me répondez pas, je fais un stage. Et il me dit, OK, on va te répondre. Rien. Et dans ce temps-là, j'avais un ami, Hanou, qui jouait à l'UQAM. Et il m'a raconté, Athanasio, il est bon, Athanasio, il est bon. J'ai dit, est-ce que tu pourras parler avec lui pour qu'il m'arrange un stage? Et donc, il parle avec lui, mais il me dit de venir la session d'après. Mais moi, je ne pouvais pas attendre. Je me rappelle, j'ai pris un carnet et j'ai commencé à aller au stade olympique ici parce qu'ils s'entraînent ici. Ouais. Je rentrais, je m'assois derrière les bancs, je copiais tous ces exercices. Je te jure, tous ces exercices. Mais dans ma tête, c'est en copiant que je vais devenir bon. Alors qu'il faut les connaissances aussi. Mais moi, je ne savais pas. C'était première année. Donc, je le copiais. Je faisais tout. Et là, un jour, il vient me voir. Il me dit, je te vois souvent ici. T'es qui, nanana. Là, je me présente. Je dis, ah ouais, Hanou m'en a parlé et tout. Bah, tu peux commencer à venir dès maintenant. Donc, c'était lui qui m'a ouvert la porte. Mais sans lui, moi, je ne serais pas ici. Ça, il faut le dire. Parce qu'il m'a ouvert la porte pour le soccer. J'ai fait une année avec eux. On a été championnat canadien. Et là, après, j'ai bien travaillé, moi. Mais c'était un stage. Et lui, pour me récompenser, parce que j'ai donné plus que mon stage. Tu sais, au stage, c'est des heures. 70. Oui, mais moi, je ne comptais pas. J'allais tous les jours. Je faisais même, je pense, 1000 heures. Et là, il me dit, Dia, tu vas venir avec nous au championnat canadien comme récompense. Alors qu'il aurait obligé, exact. Ouais. Et donc, j'ai vécu ça et j'ai vraiment aimé. Et j'ai fini mon premier stage. C'était le deuxième stage. Là, je parlais avec ma mère. Je lui ai dit, ma mère, je ne sais pas où faire le stage et tout. Je vais faire ci. Et là, elle me dit, mon fils, change de sport. Fais autre chose. Fais pas juste foot. Ouvre-toi à d'autres sports. Ça va t'aider. Bien sûr. Je vais à l'UQAM. Je parle avec le coach de basket. Je lui dis, est-ce que je peux faire le stage? Il me dit, ouais, bien. Et je fais le stage. Tout se passe bien. Je ne connais pas le sport, mais j'apprends. Et là, pendant que je faisais mon stage avec elle, il y avait le head performance de Team Canada qui est venu là regarder elle. Parce la coach de l'équipe de basket. Parce qu'elle entraînait aussi Team Canada, cadet ou junior. OK. Il est venu la regarder, mais moi, j'entraînais les filles. À la fin, il vient me voir, il me dit, j'aime ce que tu fais. Comment tu t'appelles et tout. Et il me dit, on a un camp d'entraînement au mois de mars. J'aimerais que tu viennes. Je dis, OK, c'est bon ça. Il y a une reconnaissance à ce que tu fais. Et ça prend un peu de valeur, ton travail, puis l'énergie que tu as mis derrière. C'est ça. Et le truc, en fait, c'est que depuis ce temps-là, j'étais capable de prendre quelque chose du soccer et l'amener au basket. J'étais capable de faire des liens avec d'autres sports. Et donc, il m'invite. Il faut payer le billet d'avion, l'hôtel, mais je n'ai pas d'argent. Ça coûtait, je pense, $1000, mais je n'ai pas dans ce temps-là. Et là, je parle avec Athanasio. Et encore une fois, il me dit, Dia, toi, tu fais beaucoup de choses ici. Il s'arrange avec les citadins pour me payer tout ça. Qui n'est même pas lié à l'école. Même pas, c'était pour moi. Mais exact. Lui, il me dit comme récompense parce que tu fais beaucoup pour nous. Ouais. Donc, il me paye le billet d'avion et il me paye l'hôtel et il m'envoie là-bas. Je fais 10 jours, je crois, ou une semaine.
Et après, je retourne ici. Et là, je passais de là à là. Pourquoi? Parce que là-bas, j'ai côtoyé les coachs de toutes les équipes. Et en discutant, en partageant, ils me donnent des feedbacks. Et je commence à me rendre compte que j'ai quelque chose ici, tu vois. C'est que je suis pas average, tu vois. Comment je pense, comment je vois, c'est que je peux aller loin. Et donc, quand je suis rentré, bah, j'étais une autre personne, tu comprends? C'est que je commençais à avoir plus confiance Et ça, en on moi. parle à l'époque, tu es encore dans En ton stage. baccalauréat. Je suis encore dans le bac. Et donc, là, c'était mon 3e stage. J'ai fini mon bac. Le coach revient vers moi et me dit, Dia, je t'offre un poste. J'ai même pas demandé le salaire. Je dis, OK. Elle m'a dit, je te donne $3 000 pour l'année. Je dis, OK. C'est bon. Moi, j'aime ce que je fais. Ça me permet d'évoluer. Mais encore une fois, c'est que au moment où on termine le bac, je suis le seul qui reçoit un contrat dans un haut niveau de toute la cohorte. Donc, mon plan, il marchait quand je disais que je voulais être devant les autres. Ouais. Et donc, je fais avec elle cette année-là. Tout se passe bien. L'année d'après, elle m'offre une augmentation. Il me dit, reste avec nous. L'année d'après, Athanasio, il me dit, Dia, on te veut dans l'équipe masculine. Donc, lui, avant, il sentait que je n'étais pas prêt pour l'équipe masculine. Parce que tu sais, les gars, c'est différent des filles. Le management, la gestion de l'équipe et tout, c'est pas pareil. Et donc, je lui dis, OK, là, je passe avec les gars de basket. Et là, c'était une méchante équipe. C'était, je pense, la meilleure équipe de tout le circuit. C'était pas, en fait, lorsqu'on a fait la préparation physique, c'était l'une des meilleures années que j'ai faites de ma vie. C'était En termes de vraiment- talent en termes de d'athlète. préparation physique et d'athlète. Les Donc, deux combinés. la préparation Des athlètes que j'ai- prêts à entraîner et toi tu Incroyable. sens que tu viens de débloquer quelque chose par rapport à la préparation physique. Je me suis amusé, j'ai encore des vidéos, je les regarde des fois, je te jure, c'était un autre niveau. Donc, j'ai fait basket, j'ai fait une année. La deuxième année, Et permets-moi, est-ce que c'est durant ta maîtrise que tu commences à faire l'équipe masculine? Ouais. OK. ouais, Parce que Dia, il complète son baccalauréat ouais. et c'est là où il est introduit à sa maîtrise. Et sa maîtrise, Ouais. c'est une combinaison du sport, du basket et Ouais. de l'activité physique. Ouais, donc en fait, ok, donc en parlant de la maîtrise, je voulais faire quelque chose. Encore une fois, je voulais faire plus parce que plus que 50% des étudiants arrêtent après le bac. C'est rare ceux qui continuent. Je pense 15-20%, ceux qui continuent, c'est pas beaucoup, je pense, je suis pas sûr. Et donc, je voulais faire encore une fois quelque chose de spécial. Et moi, pendant que je travaillais avec le basket, j'ai commencé à introduire les small side games au basket. Alors que c'est pas quelque chose qui est commun au basket. Au foot, oui. Au soccer, exact. Au soccer, oui. Mais au basket, non. Alors, j'ai commencé à introduire ça. Et c'est ça qui faisait que nos équipes faisaient quelque chose de spécial dans ce temps-là. Et après, je me suis dit, mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse un papier, en fait. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? Donc, si on revient à l'équipe féminine, c'est que je me suis procuré des cardiofréquencements. OK. Je les ai donnés à toutes les filles et j'ai commencé à quantifier l'intensité des small side games, de plusieurs small side games qu'on fait. Comme ça, j'aide le coach à choisir quel exercice mettre quelle journée. Alors que moi, j'étais au bac déjà. Ouais, exact. Ça, Je suis c'est un pas peu censé avant-gardiste. connaître ça. C'est pas nécessairement quelque chose Du tout. qu'on mettrait en place. Vraiment. Donc, je commençais à faire déjà ça. Et à Team Canada, en fait, c'était ça qu'ils ont aimé aussi, c'est les small side games parce qu'ils trouvaient que c'était innovateur et c'était beaucoup plus spécifique. C'est pas parce que le basket, c'est course, suicide et tout. Ouais. Mais ça, c'était beaucoup plus avancé. Et donc, la maîtrise, je me suis dit, je fais ça pendant plusieurs années, donc je vais le mettre. Et c'était, au début, c'était donc les small side games au basket. Mais il y a eu Covid. Et donc, tout le plan tombe à l'eau parce que je ne peux pas tester les joueurs, je ne peux pas faire des confrontations. Donc, j'ai switché vers une méta-analyse sur l'importance de la capacité aérobie lors des sprints répétés au basket. Donc, c'était ça mon sujet. Ça, c'est durant la COVID. OK. Ouais, parce qu'on a arrêté. Exact. Et donc, j'ai Mais ça, continué. c'est quand même un moment marquant Mhm. par rapport à qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Fin de maîtrise, COVID, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe à un moment-là. Toi et moi, on a des discussions à cette époque. Tu parles de LinkedIn, tu me dis, Hugo, va sur LinkedIn,
peux chercher des postes. Ouais, je me rappelle. Ouvre, tu te rappelles de cette me rappelle. époque-là? Il me dit, va sur LinkedIn, Hugo, commence à appliquer, pas juste à Montréal, à l'extérieur de Montréal. Et là, je te laisse un peu raconter ce qui se passe à ce moment-là, parce que là, vous allez comprendre, c'est quelque chose de très spécial qui arrive. Si tu te rappelles, je t'ai dit 21 ans, 28 ans. 21 ans, c'est là où je switchais d'un gars qui, je sais pas, à un gars à focus, je sais ce que je fais. 28 ans, c'est là où j'ai touché au monde pro. Puis c'était une vision que j'avais depuis 22 ans. Parce que quand j'ai choisi kinésiologie, il n'y avait qu'une seule idée, c'est arriver pro. J'étais pas prêt à accepter autre chose. C'était pro ou rien. Et je le sentais que ça allait venir. Et donc, l'année 2019, je faisais ma maîtrise, je coachais citadins, mais j'avais besoin d'argent. Et donc, je commence à faire de la gestion. Donc, j'applique pour un poste à Marie-Victorin de management. Donc, Coordonnateur un peu dans les gyms. Non, coordonnateur de tous les employés du centre. OK. Alors que j'ai jamais fait ça de ma vie, mais moi, je suis un gars Tu fonces. Je le veux, je le fonce. Exact. Donc, je voulais de l'argent. Je sens que je suis capable d'être un leader et tout. J'ai appliqué, j'ai eu le poste, alors que j'ai jamais travaillé. C'est pas dans tes cordes à ce moment-là. Non. Mais en fait, je sais pas si on peut faire un peu. Oui, on peut faire un recul. En arrière, c'est que j'ai pas seulement fait citadin et mes études, c'est que j'ai fait d'autres. C'est qu'en fait, comme je t'ai dit, je voulais être complet. J'ai fait de la réadaptation au l'hydro-gym à l'UQAM. Donc, on faisait de la réadaptation aquatique pour les personnes donc avec différentes pathologies. Donc, tu dis qu'est-ce que ça a à voir avec des athlètes, mais moi, je voulais toucher à ça. J'ai fait de la recherche avec à l'hôpital juif avec des personnes atteintes d'un AVC. On regardait donc de l'électrostimulation avec l'activité et tout. Plus d'autres jobs à gauche à droite qui n'ont aucun rapport, mais je continuais à vraiment m'avancer dans ça. J'ai aussi coaché des jeunes et coacher les jeunes, ça m'a permis d'appliquer beaucoup de choses et de les tester. C'est qu'en fait, vendredi soir, je testais sur les jeunes. Lundi, je faisais le truc avec les citadins, avec les adultes. Je vois, ça marche. Tu avais un laboratoire un peu clandestin donc, avec des jeunes. Voilà. Donc, je me rappelle, j'allais à Côte-des-Neiges avec Carlos, on travaillait. Puis, on testait. Moi, je testais le truc et tout. Lundi, mardi, je faisais sur les vieux. Tu n'attendais pas que les choses viennent. C'est toi qui les créais. J'essaie. Et donc, on monte. Et là, je trouve que je veux quelque chose en gestion. Je veux améliorer ça. J'applique pour un poste, je commence à travailler. Donc, je faisais gestion de 8 à 3h30, 4h, citadin de 5 à 8h, plus la maîtrise. Tout le temps comme ça. Ça allait bien. Et là, c'est Covid. Covid arrive, citadin arrête. Donc, je coach plus. Marie-Victorin arrête, je travaille plus. Et je suis à la maison. Là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Et là, j'ai quelques préparateurs physiques tunisiens sur Facebook. Que je connais pas, mais juste comme ça. Tu les as suivis au cursus de ton année. Et je vois un jour un gars, je lui écris, il me répond pas. Le lendemain, il me répond, excuse-moi, j'assistais à une conférence. Je dis, est-ce que c'est en ligne? Il me dit oui. Je dis, est-ce que je peux assister? J'assiste à la conférence, je trouve tous les préparateurs physiques du monde arabe dedans, des coachs, des préparateurs physiques, des physios, en fait, tout le monde. J'assiste à 2-3 et je me dis, si c'est ça le niveau, moi, je suis là, tu comprends? Parce que là, tu as des outils, tu as bâti ton bac, ce qui est un super bac en passant, le bac en kinésiologie. Il nous donne beaucoup d'outils. Je pense que quand tu expliquais qu'il y a beaucoup de gens qui lâchent, c'est parce qu'ils ne savent pas faire usage de ces outils vers ce qu'eux, ils veulent accomplir. Et à ce moment-là, toi, tu es dans la conférence et là, tu te mesures un peu? Parce qu'eux, ils travaillent déjà. Ouais. C'est la première fois où je me compare avec des pros. Puis, parce qu'ici, ici, tu sais, c'est un cercle fermé. Il y a quelques équipes. C'est vraiment grand aussi. Il y a beaucoup de compétition. Il y a personne qui montre ce qu'il fait. Donc, dans ces conférences-là, je commence à me comparer. Je fais 3 jours et j'écris au responsable. Je lui dis, j'aimerais faire une présentation. Est-ce que c'est possible? Il me dit, OK, envoie-moi ton CV. Je dis, OK. Moi, OK, je vais rester humble, mais je vais t'envoyer mon CV. Parfait.
Parce que déjà, je trouvais que je faisais beaucoup mieux que eux. En fait, mieux que les 3 présentations que j'ai... Que tu as assisté. Ouais, pas tout le monde. Et donc, j'envoie le CV. Il me dit, OK, qu'est-ce que tu veux présenter? Je dis, je vais parler de ma philosophie. Il me dit, OK, prépare la présentation et on va faire un test. Et si on aime, le lendemain, tu présentes. On fait comme ça. Je fais une démo avec eux. Ils me disent, OK, le lendemain, je présente. Je dors, je me lève. Puis des messages de partout. Là. Tous les gens ont aimé la philosophie parce qu'ils trouvaient quelque chose de nouveau. Il y avait du risque, il y avait de l'audace dans l'entraînement. Puis il y avait beaucoup des choses techniques et profondes un peu. Tout ce que tu avais recueilli depuis les dernières... Depuis que tu es jeune, le soccer de rue, le secondaire, cégep, basket, foot, tout. L'hydro. Comment on se sent quand on a un peu cette valorisation? Moi, j'étais vraiment sur un nuage là, parce que je me dis, enfin, j'ai de la reconnaissance des gens qui sont pros. Et ça valide aussi ton travail. Oui. Parce que comme tu disais ici, on n'est pas certain, tu n'es pas sûr si tu fais bien, là. Ouais, mais là, tu as des gens qui te disent, Dia, tu es dans la bonne direction. C'est ça. Bravo, j'ai aimé, c'est bien. Puis des questions, comment tu fais ça, des appels. Là, je commençais à être bien confiant. Les mêmes personnes qui gèrent ces conférences-là, ils m'écrivent, ils me disent, on veut une deuxième conférence. Entre-temps, il y a un gars qui travaille dans un club en Arabie Saoudite qui m'appelle. Mais moi, je ne réponds pas. Je ne connais pas le gars, je me dis, c'est qui lui qui m'appelle. Tu peux nommer le club Etifak. OK. Ouais. C'est un très bon club. Et donc, après, je vois son message, je le rappelle, il me dit, écoute, nous, le championnat a arrêté pour la Covid. On va reprendre au mois de juillet et on va faire juillet, août, mi-septembre et on arrête. Et on a besoin de quelqu'un comme toi parce qu'il nous manque ton travail. Je dis, OK, c'est où? Il me dit l'Arabie Saoudite. Je dis, je connais rien. J'ai jamais été. Je regarde sur YouTube, mais dans ce temps-là, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de vidéos. C'est pas comme maintenant. On parle de 2020. Et juste pour mettre les gens en contexte, c'est Al Ettifaq, hein? On parle? Ouais, ça, c'est en première division d'Arabie Saoudite. Pour les connaisseurs de foot, ou même les gens qui ne connaissent pas, Cristiano Ronaldo, c'est dans la ligue dans laquelle il joue, avec Al Nasser. Tu as des joueurs comme Henderson, tu as des Steven Gerrard qui ont été managers de... Steven Gerrard a été manager de Ettifaq. Comment je suis parti, voilà. Donc, c'est juste pour mettre les gens en contexte de un club quand même prestigieux en Arabie Saoudite qui vient contacter directement Dia par l'opportunité qu'il a eu d'aller chercher à faire une conférence. Je te laisse continuer. Ouais, donc ils t'écrivent pour c'est ça. Donc là, je regarde l'Arabie Saoudite. Je dis, là, je monte voir mes parents. Je me rappelle, j'étais au sous-sol, je monte, je dis, j'ai une nouvelle. Il y a un club pro qui m'a contacté et tout. Là, ils me disent, OK, qui joue? Et là, je nomme des joueurs que je connais. Il y a capitaine de l'équipe de la Tunisie, vice-capitaine de l'Algérie, vice-capitaine de la Slovaquie et d'autres gars, là, vraiment des gars qui ont joué au haut niveau. Puis là, ils me disent, mon père a déjà travaillé avant en Arabie Saoudite. Mais c'est pas, donc il essaye de me parler, mais lui, l'Arabie Saoudite que lui, il a connu, c'est pas comme maintenant. Ça a changé. Et donc, je leur ai dit, j'ai envie d'aller. Donc, je parle avec le club, avec l'avocat et tout. Il m'offre 1 an. Quand il m'envoie le contrat, c'est écrit donc 1 an et ça dit, si je résilie mon contrat, je dois payer 3 mois de salaire. Et si eux, ils résilient, ils me payent 3 mois de salaire. Je me dis, mais imagine si j'aime pas. 3 mois, c'est beaucoup. Tu comprends? Donc, je dois faire 1 année. Je dis, non, impossible. Donc, je réponds, j'ai dit, il vous reste 3 mois pour finir la saison. Parce qu'on a dit juillet, août, septembre. Il me dit, oui. J'ai donné mon contrat pour 3 mois. C'est tout. Je veux juste ça. Donc, je fais ce contrat-là. Je vais là-bas, j'arrive. Premier jour, je veux rentrer ici. Le premier jour que tu arrives en Arabie Saoudite? Parce qu'ils m'ont mis dans une maison catastrophe, je te jure. J'arrive, parce qu'au début, c'était inclus de logement. Et j'arrive, maison, frérot, j'ouvre le robinet, l'eau sort à droite et à gauche. Il y avait des dessins sur le mur. Là, je vais les voir au club, je dis, écoutez, mais moi, je sais qu'ils ont de l'argent. Sauf que tu t'attends pas à ça d'un club. Sauf que eux, ils ont cette mentalité ils te testent un peu. Puis si tu acceptes, tant mieux, parce que ça leur coûte moins cher. OK. Moi, je leur ai dit, écoutez, soit vous me changez, soit je vais rentrer au Canada. Je vais payer mon billet. Là, ça s'est amélioré. Ils m'ont mis dans un hôtel, après compound. Et
on a commencé à travailler. Et j'ai changé la philosophie du club par rapport à l'entraînement physique. Par exemple, j'ai enlevé les bancs de glace. Parce que nous, on avait un mois de préparation, donc juillet, et après, on reprend pour août et mi-septembre. Et on jouait donc beaucoup de matchs. Normalement, toutes les équipes au monde, ils utilisent le banc de glace dans la pré-saison. Moi, je leur ai dit, pas de banc de glace. Et donc, j'ai rajouté le gym aussi, tout le travail physique que moi, je maîtrise. On commence, donc, en fait, on reprend la saison et on fait un truc extraordinaire. Physiquement, on se fatiguait, on gagnait des matchs. On a fait vraiment une bonne saison, on a fini 5e, alors que c'était pas quelque chose à laquelle ils s'attendaient. Je finis. Ça, c'est dans les 3 mois. Dans les 3 mois. Dans les 3 mois, tu changes déjà la culture un peu Ouais. en termes de ce qui est l'entraînement. Tu arrives avec des nouvelles idées innovatrices et tu as un impact clair, Vraiment, net, même au niveau du classement. Ouais. Je finis les 3 mois avant que je rentre ici. Ils me donnent un contrat de 2 ans. Ils me disent, Dia, on t'offre 2 ans. On négocie un peu et j'accepte. Donc, je fais 2 ans. Et là, on commence un vrai travail, tu vois. On change le gym. Et avant, permets-moi, Ouais, l'état d'esprit, c'est quoi un peu à ce moment-là? Parce que tu pars avec l'idée que tu vas 3 mois. Ouais. Tu t'apprêtes à vivre ton rêve de devenir un vrai préparateur physique dans une équipe pro. Quand on vient avec ce contrat de 2 ans, comment tu te sens? C'est quoi l'état d'esprit? Honnêtement, je me rappelle, il y avait des moments où j'ai eu des larmes parce que je me dis, je travaillais pour ça. Et je l'ai eu. Personne ne me l'a donné. Je le voulais dès le début. J'ai cru en moi et je l'ai eu. Et j'ai commencé à me poser la question. Je me dis, mais si tout ce que j'ai imaginé, je l'ai fait, c'est sûr qu'il y a Dieu. Ça, Dieu m'aide. Ça, c'est sûr. Il me facilite et c'est grâce à lui. Mais je me dis, à la base, moi, je voulais l'Europe. Donc là, le pro, je l'ai eu à 28 ans. À l'Europe, c'est faisable. Je peux le faire. Et donc, en fait, ça renforçait seulement ma confiance et pour que je travaille plus. Et comment se passent ces 2 années alors à l'Etifac? Ces 2 années se passent bien et il y a eu beaucoup de changements de coach. Et ça, c'est vraiment de l'adaptation pour moi parce que chaque coach arrive avec ses idées. Et le dernier coach que j'ai eu, il ne croyait pas en ma façon de travailler. Et donc, c'était un peu difficile parce que lui, sa mentalité, c'est on ne fait pas de musculation, on ne fait rien. C'est vraiment on court, on fait des push-ups. Vraiment, c'est quelque chose à l'ancienne beaucoup. Et ça ne fitait pas. Par exemple, des fois, je me rappelle, genre, il essayait de me faire des coups. Par exemple, il ne me disait rien 30 minutes avant la séance. Il me dit, Dia, aujourd'hui, c'est toi qui fais l'échauffement, le passing, mais je suis au gym déjà avec les gars. Comment je vais préparer ça? C'est que lui, il me faisait des coups pour me planter. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé et il a dit qu'il ne veut pas ma philosophie, les joueurs, ils ont dit non. On est habitué à ça, on veut ça. Mais oui, ça paye, ils sont en forme. Et donc, moi, je vais au gym, mais les joueurs arrivent, malgré lui. OK. Fait que ça crée un clash naturel. Donc, lui, il essaye de me faire payer, genre ça. Et je me rappelle une fois, donc moi, j'avais une bonne relation avec les joueurs. Il arrive me voir. En fait, il envoie son assistant. Je suis au gym en pleine séance. Il me dit, Dia, t'as ça, le passing pattern, puis l'échauffement et tout. Là, j'étais fâché. Je te jure, j'avais envie de le frapper. J'étais fâché. Là, je vais sur le terrain, je prépare, j'appelle 2 joueurs parce que dans ce passing pattern, j'avais 2 groupes qui doivent circuler avec des mouvements. J'explique aux 2 joueurs tout ce qu'on fait. Ils comprennent. On arrive à faire le passing pattern. Il y avait le président, le vice-président, l'avocat. Il y avait tout le monde au stade. Je viens pour commencer. Je bug. Lui, je le voyais content, le coach. Il était content parce qu'enfin, il m'a eu. Puis là, je dis aux joueurs, attendez, nanana. Les joueurs voient que je galère. Je me rappelle, je te jure, ils me regardent, ils me disent, Dia, on l'a. Je recule et je les laisse. J'étais en train de sourire parce que ça circulait. Ils l'ont fait. Sans que moi, je le coordonne. C'est donnant-donnant, hein? Tu leur as donné pour qu'ils deviennent en forme physique. Vraiment. Et du moment qu'ils avaient besoin d'eux, ils t'ont donné Là, on a fini fait l'effort. J'appelle les joueurs, je fais un caucus. Je leur dis, les gars, merci beaucoup. Puis là, ils m'ont comme chill, genre, tu vois, Dia, merci, nana, c'est grâce à toi, blablabla. Bla, bla, bla. Puis, ils sont partis. Mais ils voulaient montrer, parce qu'eux, déjà, ils n'aimaient pas le coach.
Et ils savent l'histoire. Donc, ils voulaient montrer au coach Un comme soutien. quoi nous, on est avec Dia. On n'aime pas tes méthodes, mais on est avec Dia. Et donc, bref, j'ai fini la saison. Et après, ma femme a accouché. Et là, encore une fois, ce même coach-là, il m'a fait un peu de trucs, il m'a fait de la misère. T'as mis C'est des que- bâtons dans les roues. Vraiment, c'est que ma femme censée accoucher au mois de juillet. Et nous, on a eu Ramadan au mois de mai. La saison s'est décalée pour juin. Je lui ai dit, coach, vu qu'on a décalé, si ma femme accouche plus tôt que le 7 juillet, je vais devoir partir. Parce qu'on termine le 30 juin. Et il me dit, il n'y a pas de problème, la famille c'est avant tout, tu me dis et tu pars. Il nous restait 2 matchs. Etihad, Al-Fayha. Etihad, là où Benzema joue maintenant et tout. Fayha, il y a Smalling, le gars qui jouait à la Rome et tout. Oui. Ouais, bref. Et donc, la veille du match de Etihad, ma femme m'appelle et me dit, tiens, je vais à l'hôpital maintenant, je vais accoucher. La veille. La veille du match, je vais le voir, je dis, coach, ma femme m'a accouché et tout. Il me dit, ok, on finit l'entraînement, puis on discute et tout. Et là, je rentre à la maison, vu qu'il m'a déjà promis, je commence à faire mes trucs, mes valises et tout. Je parle avec le président du club, il me dit, Dia, on te paye le billet, va. J'envoie un message au coach, je dis, coach, juste pour vous dire et tout, que je vais voyager après le match et tout. Il ne me répond pas. Le lendemain, il me répond, il me dit, Dia, je veux que tu restes pour le prochain match. Qui est le match? Prochain match? Non, c'est l'autre. Ça veut dire une semaine après. Ça veut dire que moi, ma femme accouche, je vois pas mon bébé et je rentre une semaine après. Mais c'est pas une semaine parce que le billet, c'est pas le lendemain. Ouais, c'est ça. La ville où moi j'habite, le vol, c'est 2 jours après. Ça veut dire c'est 9 jours. Puis lui, il considère un peu toute cette logistique quand il te fait décaler, là. C'est un coup... Ouais. Moi, j'ai toujours été un rebelle. Si j'aime pas un truc, je le fais. J'ai dit, coach, c'est trop tard. Je voyage après le match. That's it. OK. Je finis le match. Et je me rappelle même pour l'échauffement du match, il ne voulait pas me parler. Pour échauffer les gens, les joueurs, il demandait à son assistant de me parler pour échauffer les joueurs. Et donc, je termine le match, je ramasse mes trucs, je rentre ici. Et donc, le club m'envoie un message, ils me disent, ouais, le coach, il veut amener son staff, donc on ne va pas te garder. Je dis, parfait, il n'y a pas de problème. Moi, je ne regrette pas ce que j'ai fait, parce que je l'ai fait pour ma famille. Moi, je suis un homme de principe. Tu m'as promis, tu n'as pas tenu à ta parole. C'est ton problème, c'est pas grave. Mais moi, j'ai déjà prévu mon coup. C'est que au début du mois de juin, j'ai été approché par le comité olympique de l'Arabie Saoudite. Et j'ai fait l'entrevue avec eux et tout s'est bien passé. Je suis pris. Sauf que je ne sais pas quand est-ce que je commence. Donc moi, je sais qu'il y a un truc qui arrive. Je rentre ici, je passe mon temps avec ma famille, 1 mois, 2 mois, je ne travaille pas. Je profitais bien. Et le comité olympique, j'attends. Ça tarde. J'attends. Mais moi, je suis un gars actif, je n'aime pas rester à la maison. Je commence à travailler. Et là, encore une fois, vu que avant j'étais habitué à faire tout, bah, ce n'était pas difficile pour moi. J'ai commencé à travailler en réadaptation à Terrebonne, dans un hôpital. OK. Donc, j'ai été pris. Et il s'est passé un truc aussi à l'entrevue à l'hôpital, c'est que pendant que je faisais l'entrevue avec les ressources humaines, je parle et tout, puis elle me dit, Dia, quand tu dis que, genre, parce qu'elle me dit, pourquoi tu fais le bac, pourquoi tu fais la maîtrise, pourquoi tu fais le stage? Et moi, quand je parle, inconsciemment, je dis, pour être meilleur que les autres et tout. Et là, elle me dit, Dia, j'ai une question. Tu as répété plusieurs fois que tu voulais être meilleur que les autres. Pourquoi? Et là, j'éclate de pleurs à l'entrevue. Je te jure, je commence à pleurer tout seul, comme ça. J'ai même pas réfléchi, j'ai même pas hésité, j'ai commencé à avoir des larmes. Là, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, parce que nous, tu vois, lorsqu'on commence dans ces milieux-là, moi, j'ai pas fait comptabilité au Polytechnique où il y a beaucoup d'immigrants et tout. J'ai fait un chemin où il y a peu d'immigrants. Et je voyais que c'est difficile parce que j'étais le seul. Et donc, tout le temps, il fallait que je fasse 2 fois le travail, 3 fois le travail. Puis je me rappelle, une fois, j'ai rencontré Tariq, il travaillait à l'UQAM avant. On parlait et puis il me voyait, il me dit, Dia, il faut que tu acceptes quelque chose. Nous, il faut qu'on fasse 2-3 fois plus pour faire la même chose. Ça, je l'ai encore. Je lui dis en fait parce que je devais créer ma chance. Je devais faire 2-3 plus pour arriver. Sinon, c'est difficile.
Et là, j'ai été pris. Bah, moi aussi, je t'aurais pris, Hein? tu plaires à l'entrevue et tu Ouais. me racontes des trucs passionnés comme ça. Moi Et aussi, là- je te prends direct. Donc là, j'ai été pris alors que, encore une fois, milieu où j'étais le seul immigrant à Terrebonne, personne d'autre. Et j'arrive dans ce département-là et je vois quelque chose qui ne marche pas. C'est le côté humain. C'est qu'on travaille avec des êtres humains, pas des robots. Les patients sont âgés. Puis, je trouvais que j'étais le seul qui avait ce côté-là. Je commence à travailler, tous les patients m'adoraient. Alors que je viens de performance, moi. Ouais. Mais j'ai ce côté-là à m'adapter. Donc, je travaille, je fais plusieurs mois. Et encore une fois, je ne faisais pas juste ça. Le matin, hôpital, le soir, citadin. Parce que je suis retourné au citadin. Tu voulais quand même garder un pied avec le sport. Je devais, parce que c'est ça que je veux faire. Exact. Donc, Gardant en tête que le comité olympique était ça à arrive. un appel. Ça va. Et donc, arrivé, je sais pas quel mois, le comité olympique m'appelle, me dit, ah, c'est bon, on a eu l'approbation pour le poste, tu viens. Et donc, lorsque j'ai démissionné de l'hôpital, la directrice du département, elle me dit, Dia, je suis triste que tu partes parce que on n'a pas eu quelqu'un comme toi. Au début, on n'était pas sûr de toi, mais tu es meilleur que tous les autres. Et donc, c'est que chaque chose que je planifiais, chaque chose que je faisais avec amour, je la faisais bien. Donc, j'ai arrêté l'hôpital, j'ai arrêté les stadiens et je suis de retour en Arabie Saoudite, comité olympique. Et là, c'est nouveau parce qu'il n'y a pas de soccer. Ouais, Il y a c'est tout sauf soccer. tout ça. Ah, Sur quoi tu as travaillé. Tu as jiu-jitsu, aviron, boxe, je sais pas quoi. Vraiment, basket, t'as plus basket que je connais, mais le reste, je connaissais pas. Et eux, ils savaient que je connais pas les sports, mais ils savent qu'il y a quelque chose. Oui, Sinon, exact. ils m'auraient pas pris. C'est ça. Et donc, j'arrive là-bas, ils me disent, OK, tu vas commencer avec l'aviron. Je dis, mais je connais pas. Ils me disent, t'inquiète. Ils ont payé un gars qui est venu de l'Angleterre, excuse-moi, qui est venu de l'Angleterre. C'est un préparateur physique très connu, spécialisé dans l'aviron. Il a 2 médailles d'or olympiques dans l'aviron. Il est resté avec moi 10 jours dans une villa. Je faisais que étudier le sport avec lui du matin au soir. On finit les 2 semaines, 10 jours, 2 semaines, quelque chose comme ça. On était assis au bord de la plage. Il me dit, Dia, I tell you something. Il me dit, j'ai parlé avec Pete, qui est le head performance, et je lui ai dit, si vous ne gardez pas ce gars-là, moi, je vais le prendre. Il allait partir avec toi. Et là, encore une fois, ça me renforce encore parce que ce gars-là, il est très connu. Tu comprends? Il a fait comme l'INS, mais en Angleterre. Il a fait comme l'INS en Chine, 2 médailles d'or. C'est quand même. Donc, il me dit, Dia, tu as quelque chose, tu es très passionné, tu es bon, ta façon de réfléchir, elle est différente. Et donc, mon téléphone est toujours ouvert si tu veux quelque chose. Et donc, je commence en Arabie Saoudite, tout se passe bien. Première année, deuxième année, ils me mettent avec les Paralympiques sprint. Là, je m'amuse avec eux. Parce qu'encore une fois, c'est des. Donc, il y a le côté humain qui ressort parce que c'est paralympique. Et quand tu dis tu t'amuses, c'est parce que tu prends plaisir à les entraîner et il y a comme tu te valorises, tu te sens que tu as un impact positif. Ouais. En fait, moi, dans ma méthode, j'aime avoir des résultats. Je travaille pas pour travailler. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler, ça marche pas, 50-50. Non, moi, si ça marche pas, je suis fâché. Il faut que ça marche. Et c'est pour ça que j'ai du plaisir, parce que je le fais sans compter le temps. C'est que ça me passionne. Je veux créer du changement. Je veux que mes résultats apparaissent. Et c'est ça qui arrive partout où je vais. Moi, je pars, mais les résultats restent. Paralympique, je m'amusais parce que, de un, c'était c'était des sprinters, tu disais? C'était des sprinters sur chaise roulante. Et encore une fois, ils ont eu plusieurs préparateurs, mais la différence, c'est que j'ai le côté humain qui dépasse les autres. Et ça colle avec eux, vraiment. Ils s'amusent avec moi, ils s'entraînent, ils viennent tout le temps. Et ils disent à leur coach, on veut rester avec lui, c'est fini. On commence à travailler et vu que j'ai cette intelligence-là de reverse engineering, de adapter tout sur l'athlète et comment permettre à l'athlète de ressortir ce qu'il a et que c'est pas l'athlète qui s'adapte, mais j'adapte ce qu'il y a autour, je réussis à ressortir beaucoup de l'athlète. Et on prépare les Jeux de Paris
Et 2024? 2024, 25, je sais pas, bref. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est c'était ça. tout récent. Et mon athlète, il fait 100 mètres. Il finit le 100 mètres, il m'appelle, il dit, coach, merci beaucoup. Médaille d'or. Médaille d'or. Première médaille d'or dans toute l'histoire de l'Arabie Saoudite. Donc, olympique, paralympique confondu. Il me dit, coach, merci beaucoup. Puis d'habitude, ils appellent les présidents. Ben, je sais pas si c'est un sûr qu'ils se sont président. appelés, Ouais, je sais c'est pas. ça. Mais moi, On le sait, on les Moi- voit à la télé, ils appellent le premier ministre, le président jamais de la médaille à la maison, mais tu fais aussi partie de ces personnes qui choisissent de remercier. parce qu'on a gardé vraiment un lien. Et même maintenant, il m'écrit, ce joueur-là, il dit, coach, moi, j'oublie pas ce que tu as fait avec moi. Tu fais partie de ma réussite. Parce que nous, en fait, au comité olympique, on est beaucoup de préparateurs. Donc, c'est pas tous les préparateurs qui voyagent. Donc, moi, j'ai pas voyagé parce que j'avais d'autres sports à entraîner. Et donc, quand il est rentré, il est venu me voir avec sa médaille. Il me dit, coach, il faut que je prenne une médaille avec toi parce que tu fais partie de ce succès-là. Et donc, on a pris une médaille. Puis ça, c'était le plus haut succès, achievement que moi j'ai eu, c'est cette médaille d'or-là. Encore une fois, ça renforce. C'est que je peux, l'Europe, je peux, c'est pas quelque chose qui est difficile. Et donc, tout se passe bien en Arabie Saoudite. Je pense, j'ai plus que 20 médailles avec mes athlètes. Vraiment, dans ces 2 années, j'ai C'est ça, il y vraiment avait fait- les Jeux en Arabie Saoudite que... il y avait les Jeux asiatiques, il y Exact. avait les Jeux islamiques, il y avait tous les Jeux où mes athlètes vont, on ramasse des médailles. Boxe, aviron, J'étais- jiu-jitsu. Vraiment, j'étais, je pense, le coach avec le plus de médailles de toute l'organisation. Et ça s'est bien passé. Puis après, il y a le chapitre du CF. La raison pour laquelle on se retrouve au stade Saputo, stade emblématique de Montréal par rapport au foot et qui va marquer l'histoire dans le futur encore, parce qu'on a toujours espoir que notre CF cher gagne des compétitions, gagne des trophées. Et Ça va venir. février 2025, Ouais, donc c'est le début de ce parcours. Le fils aimé de l'Arabie Saoudite est légué à son pays, le Notre Canada, ville. à sa Ouais, ma ville, ville. Montréal. donc Comment tu te sens de revenir à Montréal, mais plus juste pour les citadins, ouais, là, c'est. venir pour l'équipe première de Montréal? Déjà, c'est ma ville. Comme ta ville, comme sa ville. On a grandi ici. C'est-à-dire, quand j'étais en Arabie Saoudite et je rentre chez moi, je ne vais pas en Tunisie. Je viens ici, j'ai grandi ici, c'est ma ville. Et donc, rentrer dans le club de ma ville, ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je ne l'ai pas eu en tant que stagiaire, mais je l'ai eu comme emploi, c'est encore mieux. Ben oui, Tu comprends? mais c'est un chemin qui se trace aussi. Si Ouais. tu n'es pas prêt à ce moment-là, il faut que tu ailles faire tes preuves, Peut-être il aussi. faut que tu ailles ramasser des outils, acquérir des connaissances Peut-être. pour que tu arrives ici, pas juste comme un stagiaire, mais comme quelqu'un Ouais. que l'équipe a besoin aussi, parce que tu vas faire partie de cet écosystème. Il y a des joueurs, des coachs, des directeurs, des coordonnateurs, il y a tout le monde, Ouais. mais il y a aussi des préparateurs physiques qui sont Alors, impliqués. Alors, encore une fois, on vient au truc de fixer où est-ce qu'on va aller. Et ça, je te jure, au mois de novembre, je commençais à être un peu comme... Moi, j'aime pas stagner, j'aime pas la routine, je veux toujours des challenges. En Arabie Saoudite, j'ai commencé à être confortable, j'ai gagné, mes athlètes performaient, je commençais à... Et dans ma tête, je te jure, je me dis, je veux la MLS. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas le CF, il n'y avait pas du tout. Mais je sais pas, Dieu fait bien les choses. Je le voulais et je me dis, la prochaine étape, c'est MLS. J'ai appliqué à New York Red Bull. J'ai appelé quelques amis à moi en Angleterre et tout, qui connaissent des gens, mais parce que dans le monde du sport, c'est comme ça que ça marche. C'est des Tu as contacts, besoin d'un coup de pouce. bien sûr. Je ne l'ai pas eu. Et la raison, c'est qu'ils m'ont dit qu'il y a eu à peu près 300 candidatures. C'est clair que c'est impossible, là. C'est beaucoup, 300 partout dans le monde. 300 plus, il faut des contacts, il faut que tu Ouais. connaisses quelqu'un. Fait que Et donc, je voulais la MLS. Je dis, c'est pas grave, je continue à travailler, je cherche, j'applique, mais rien et tout. Et là, mon collègue Stefano, le Head Performance, il m'appelle. Il me dit, non, ben avant ça, Jules Gagan, il me dit, Dia, j'ai donné ton numéro à Stefano, il va t'appeler. Jules Guéguen, qui est anciennement impliqué Préparateur avec physique. préparateur Ouais. physique De l'équipe de l'académie, de Yeah. l'équipe première du CF, et maintenant
avec Columbus Crew à ce jour. Et que j'ai connu à l'UQAM. Et qu'il a connu à l'UQAM. Donc, En c'est vraiment 2015. vous repérer parce que le monde est petit, mais Montréal fait vraiment des préparateurs physiques de qualité. Ouais. Et donc, lui, il appelle Stéphano et donne ton nom. Ouais. Donc, il me dit, Stéphano va t'appeler. Stéphano m'appelle, il me dit, je te connais pas, mais est-ce que tu veux venir à Montréal et tout? Jules m'a parlé de toi et moi, je cherche ça, ça. Ça marche bien. Et après, il disparaît. Je dis, OK, il m'a pas rappelé, c'est mort. Je commence à changer d'idée pour la MLS. Donc, je commence à penser à amener ma femme et ma fille en Arabie Saoudite. Je commence à chercher l'école et tout, la maison et tout, nanana, déménager, etc. Et là, Stéphano m'écrit. Il me dit, est-ce que tu es toujours intéressé? Je dis, ouais. J'appelle ma femme, je dis, finalement, annule. J'arrive à Montréal. Ta femme qui est à Montréal. Ouais, parce que moi, je ne les ai pas pris parce que ma fille, c'était compliqué un peu. Bien sûr, on peut comprendre. Elle devait rester ici. Fait que c'est double soulagement. Ouais, et donc, Stéphano m'appelle, on finit avec lui. Luca m'appelle, ressources humaines m'appelle. Tac, 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 on finit. J'accepte. J'ai même pas négocié rien du tout parce que je devais soit amener ma famille, soit me rentrer. Mes parents et tout aussi, ils me manquaient, mes sœurs. Je rentre. J'ai accepté. En fait, elle m'a dit, si tu veux, on te laisse le temps pour réfléchir. J'ai dit non, c'est bon. C'est pas facile, Montréal. J'accepte. Dire de dire non. Et là, je rentre à la maison. Donc, la MLS que je voulais, tu imaginais? Je l'ai eu. Et donc, je rentre ici, je regarde comment ça se passe et tout. Je me fais discret au début, je regarde. On fait le camp à Orlando, on travaille. Tu comprends? Puis, juste pour donner une idée aux personnes, parce que là, on a parlé de tout ton parcours comme kinésiologue, comme préparateur physique. Concrètement, ton poste de lead strength and conditioning préparateur, ça peut ressembler à quoi quand tu arrives au CF Montréal? C'est quoi qu'on te demande de faire comme mandat ou d'appliquer? Ouais. Donc, nous, on a Stéphano qui est Head Performance. Lui, il va organiser la charge de la semaine, il va communiquer avec le coach, il va orienter le coaching staff pour qu'il implémente les bons exercices avec la bonne charge. Et il y a le côté développement physique, sans ballon. Donc, terrain et gym. Et là où moi j'interviens, c'est analyser ce qui manque aux joueurs, faire un profil. Le joueur, il est bon dans ça, il lui manque ça, et faire une stratégie. Qu'est-ce qu'on va améliorer pour arriver après une certaine période à ça? Parce qu'on ne peut pas améliorer tout. Tu peux commencer, puis tu n'arrives nulle part. Par contre, quand tu fais stratégie, tu travailles, c'est réussi, check. Au prochain, check. Et donc, moi, ça consiste en donner aux joueurs la possibilité d'être plus robustes, récupérer plus vite, se blesser moins, peuvent exprimer leurs qualités sur le terrain, être plus efficaces dans leur changement de direction, accélération, décélération, c'est qu'il n'y a pas de l'énergie qui est perdue. Puis être disponible pour le coach. Parce que le plus que les joueurs sont disponibles, le coach, il est plus heureux. Parce qu'il a... Bien sûr. Et une des choses qu'on a réussi cette saison, c'est de baisser les blessures musculaires. Donc, on a eu environ 3-4 toute l'année, avant le dernier match, mais avant 3-4 qui est vraiment incroyable. Ce qui est énorme dans le monde incroyable, du parce sport. que si tu parles de moyenne dans le monde, on parle de 15. Nous, on a eu 3-4. Ben oui, l'infirmerie du Barça est toujours remplie. Tu comprends? Et ça, c'est grâce à cette idée-là du club d'amener un strength and conditioning coach, parce que c'est la première fois où le club ouvre ce poste-là. Okay. Donc moi, c'est un honneur pour moi d'être le premier qui a ce poste-là dans ce club-là. Et ça porte déjà fruit, comme tu le mentionnes. Donc moi, je ne pense pas que le club, même si moi je pars, je ne pense pas que le club va annuler ce poste. Non, ils ont compris la valeur de ce poste. Ça va rester à vie. Parce que pour un coach, comme tu disais, c'est des joueurs à disposition, des joueurs en santé. Si les joueurs sont en forme physiquement, ils sont plus lucides sur le terrain, ils peuvent prendre des meilleures décisions tactiques, ils ont une meilleure cohésion. Et ça fait en sorte que les joueurs vont mieux performer. Oui. Et pour avoir été au stade cette année, physiquement, les joueurs, on les voyait courir jusqu'à le temps extra, ce qui est rare dans des matchs. Et surtout, qui a été une saison un peu difficile, ils perdaient, mais l'esprit de compétition, jusqu'à la fin, les joueurs l'ont gardé. Nous, en fait, il y a deux choses qui ont été très bien. C'est réduire les blessures musculaires, mais aussi développer les joueurs in-season. Ça, c'est pas tout le monde qui le fait.
et c'est pas quelque chose à laquelle les gens s'intéressent et croient. Souvent, dans beaucoup de clubs de foot, il y a personne qui va évaluer est-ce qu'on s'est amélioré ou pas. On va faire des tests, je connais le monde du foot. Ouais. Surtout quand on est dans la saison. Pré-saison, ok, tout le monde veut s'améliorer. Pré-saison, ils vont te dire on va maintenir. Alors que moi, la philosophie est différente. C'est que non, on va s'améliorer jusqu'à la dernière semaine du championnat. Tu comprends? Et donc, hier, on a fait des tests physiques alors qu'on a fini le championnat, la saison. Donc, nous, on travaille jusqu'à la fin. Parce que ça se bâtit souvent comme des projets de reconstruction. Souvent, il ne faut pas juste voir la saison. Il faut visionner les 5 prochaines saisons. Un peu comme le Canadien de Montréal en ce moment. Il y a une effervescence avec le club du Canadien de Montréal. Mais ça se bâtit depuis les 5 dernières années. Le recrutement des joueurs, mais aussi le staff technique, comme tu dis. Fait avoir cette mentalité maintenant de se dire on va s'améliorer, pas juste à chaque entre-saison, mais pendant la saison, on s'améliore. Ça veut dire qu'on maximise les fenêtres dans lesquelles on peut s'améliorer. Ouais. Fait que ça, c'est une des choses que vous êtes en train d'implémenter en ce moment pour le futur. Ouais, il n'y a pas de stop. On s'améliore. T'es bon, tu vas être meilleur. Bon. Meilleur, c'est ça. T'es pas bon, tu vas être bon. On prend tout, on éduque tout, on améliore tout le monde. Il n'y a pas de « ah, je peux pas ». Et encore, la philosophie est de « on va tout adapter autour de toi pour que tu te développes ». Et je parle de la performance, hein. Je parle pas de tactique et tout. Je parle de nous, notre département. Donc, c'est ça qu'on fait cette année. On a changé la philosophie, comment on travaille. Donc, on fait beaucoup plus de séances physiques qu'auparavant. On s'entraîne après les matchs. On s'entraîne presque tous les jours. C'est-à-dire même la veille du match, on s'entraîne des fois. On va soulever des poids, on va faire des trucs. Et ça, c'est nouveau. C'est une philosophie qui est en train de s'installer. Et j'espère que ça va continuer même pour les prochaines années. Et est-ce qu'on peut toucher un peu à cette culture du CF Montréal, de comment toi tu te sens dans cet écosystème, de comment tu te sens, est-ce que tu sens que genre c'est un projet qui va prendre de l'ampleur, qui va continuer à grandir? Moi, dès le début, même s'il y a des matchs où les résultats n'ont pas été bons, on a perdu et tout, mais j'ai toujours parlé avec les gens autour de moi, que ce soit le coach, le directeur et tout, Lucas. Moi, je leur ai dit, je suis confiant que ça va payer. Ça va peut-être pas cette année, l'année prochaine. Je crois que Montréal, sincèrement, va arriver à bâtir quelque chose. Parce que tu vois que tous les ingrédients sont là. Les gens, ils sont ouverts. On est passionné par ce qu'on fait et on se donne à fond. Donc, le travail paye. Donc, vu que moi, je l'ai déjà vécu dans ma carrière, là, je le vois ici, pas justement les gens autour, on continue à pousser et un jour, ça va payer. Parce que tant que tu essayes, il y a cette chance-là. Mais quand tu arrêtes d'essayer, 100%, tu ne vas pas faire. Donc, je pense qu'on va arriver. Je ne sais pas quand. Mais on va arriver. Ça va porter fruit un jour. Ça va porter fruit. Mais surtout, sur le plan physique, déjà, on s'est amélioré. C'est-à-dire, même les joueurs qui étaient dans d'autres clubs, MLS, quand ils sont venus ici, ils se sont améliorés. Parce que nous, on a un système qui est connecté avec tous les clubs. Donc, on peut voir leur performance physique, les tests physiques, même avant. Et lorsque je prends et je compare, tous les joueurs sont passés de là à là, avec nous. Je te parle même un 2-3%, ça compte. C'est énorme. C'est un joueur pro. Donc, 2-3%, c'est quelque chose. Parce que c'est déjà l'élite de la performance des joueurs en Division 1 en Amérique du Nord. Et toi, tu es en train de dire que ces gens-là, on leur donne un 2-3%. Ouais. Clairement, les joueurs sont reconnaissants aussi de ça. J'espère. On espère, c'est sûr. Parce qu'il y a des joueurs qui se sont améliorés de 23%. 23%, mon Dieu. Donc, on a des gars, hier, on a fait les tests, je faisais les analyses, et on a des joueurs qui ont amélioré leur saut de 23%, leur force de 15%, de 3%. En fait, ça varie entre 30 et 2-3%. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas dans tous les clubs. Et ça, je te le garantis parce que je parle avec des préparateurs de la MLS quand on voyage. Et notre philosophie, elle est avancée. Puis, je pense que... on ne va pas dévoiler de secrets ici dans cette entrevue parce que ça, c'est un outil qu'on va avoir pour continuer à monter dans le classement dans les années qui vont suivre. Je pense que ce qui fait ça, c'est la cohésion du département de performance. Moi, Stéphano, on communique, le background que j'ai, le background que lui il a. Puis je pense que ça fait
Tu comprends? Je pense Un que bon ça fait mariage. Ouais, vraiment. Exact. Je pense que c'est ça. Et disons, les futurs projets que tu entrevois avec la préparation physique que tu envisages, parce que je sais qu'on avait discuté, il y avait l'idée d'amener des stagiaires pour peut-être développer encore plus ce département. Est-ce que tu peux en parler un peu? Ouais, donc moi, l'idée, c'est que ce que j'ai pas eu, je veux le faire. Donc l'équipe première avant, c'était difficile d'avoir des stagiaires. Moi, j'ai appliqué, j'ai pas eu, puis je sais pas s'il y a quelqu'un qui a eu. Pour l'année prochaine, on veut l'ouvrir. On veut que Montréal connecte avec le club, on veut que les universités soient liées avec les clubs. Oui, nous, on collabore avec les clubs. On a un club. Parce que malheureusement, quand j'ai ouvert la réception des candidatures, j'ai reçu environ 10-12. Mais il n'y a aucun qui s'intéresse au soccer. Hockey, je sais pas quoi, High Rocks, mais aucun soccer. Ils veulent faire le stage parce que c'est un environnement pro. Mais personne veut te dire, moi, je veux faire ma carrière dans le soccer. Un Dia, Ou Jules. un Jules. Mais j'ai envie de changer ça. Je veux qu'ils voient et qu'ils, ah ok, ben je veux aller dans le soccer. Tu comprends? Donc, Parce qu'à la fin, un stagiaire, quand tu vas le prendre, il va aider le club. Il ça, va c'est être obligé. une future pépite qui va peut-être lui aussi donner fruit à la préparation physique et avoir un impact positif. Parce que toi, comme tu n'étais pas nécessairement le préparateur physique à cette époque, mettons à Altifac, mais tu as changé la culture. Fait on ne sait jamais qui peut venir rehausser un peu, rajouter de la saveur à ce club. Regarde, il y a plusieurs choses qu'on cherche. Nous, on cherche un stagiaire qui veut apprendre, qui soit comme une éponge. On cherche un stagiaire qui est innovateur, qui va nous amener quelque chose, qui va nous faire questionner des choses, qui va nous aider à évoluer aussi, parce que 2 cerveaux ou 3, c'est pas comme plusieurs cerveaux, donc on peut se développer plus. Et on cherche aussi à, peut-être que, parce qu'on n'est pas les meilleurs, peut-être qu'on va produire le meilleur. Et comme moi, maintenant, je parle de Athanasio, je te dis c'est grâce à lui, ben, je veux que les gens parlent de moi aussi et de Stefano et qu'on se dise c'est grâce à eux. Tu comprends? Exact. Moi, je crois en ça. Parce que le sport, la science, c'est constamment en évolution et les clubs sont toujours à la recherche du meilleur. Autant que tu veux le meilleur joueur sur le terrain, autant tu veux le meilleur staff derrière tes joueurs. Parce que si ton staff est super, tes joueurs sont en forme, ben c'est tout marine bien pour le succès. Ouais. Puis l'idée aussi, c'est que là, on a fait de très belles choses en performance, mais on va faire encore plus. C'est pour ça qu'on a besoin de plus de ressources. Donc, on veut plus de personnes pour aller maintenant individualiser le travail. Parce que là, on était 2, mais là, on veut plus individualiser pour qu'on soit, par exemple, 5 ou 6. Donc, si on prend 4 stagiaires, on prend 6. Et là, chacun va avoir un sous-groupe. Et donc, on peut avoir plus de qualité. D'individualisation dans le travail. C'est ça. Et donc, on va essayer de passer à... Donc, toujours, il faut évoluer, penser à faire mieux. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Est-ce que tu aurais un message pour des étudiants, des gens qui regardent ton parcours puis qui se disent, tu vois, comme leur donner un peu espoir à qu'est-ce qui peut arriver, les brasser un peu peut-être? Qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes-là? En fait, je pense la chose qui fait en sorte que je suis arrivé là où je suis, ou Jules, par exemple, c'est de fixer un point et tu te dis, je veux arriver là. Et c'est pas, tu le laisses vague, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. Juste un point, cerne, sois plus précis. Je veux travailler dans le basket pro. Je veux travailler à l'armée. Fixe un point. Je veux faire de la recherche au plus haut niveau. Fixe un truc. Et après, il y a un effet de magnet qui va t'attirer. Mais parce que moi, j'ai reçu des stagiaires, par exemple, et quand je pose la question où tu te vois dans 10 ans, souvent la réponse, elle est vague. Alors que moi, dans le temps, à la première année, tu me poses la question, je te dis, je veux aller à Arsenal. Je savais que je voulais aller pro. Donc, je pense être plus précis. Tu es dans le Arsenal de l'Amérique du Nord, là, c'est bon. Tu es dans le CF. Non, honnêtement, moi, je suis vraiment content là où je suis. Non, je suis bien. Mais je saisis bien ce que tu veux dire parce que quand tu vas vers cette pointe, ton énergie, ta conscience, tes efforts vont être alignés vers ce que tu veux. Fait que si tu n'as pas un objectif clair, ça veut dire que
le travail extra que tu as mis, les heures de stage extra, les recherches que tu as faites, l'audacité de demander à la conférence de dire je veux faire moi une conférence, c'est de l'audace, mais c'est une confiance que tu bâtis à travers tes efforts et à travers le temps. Et je pense que c'est pour ça que le club et le CF te choisit là. Je suis pas dans l'équipe derrière qui choisit, mais je peux comprendre pourquoi on veut aller chercher un DIA parce que c'est une pièce tellement cruciale et essentielle dans l'organisation. Moi, je suis fier de toi, Dia. J'en profite d'avoir cette plateforme. Je connais Dia depuis que je suis jeune. Je suis très fier de ce qu'il accomplit. J'adore cette vision tunnel qu'il a parce qu'il va chercher ce qu'il veut. C'est très effronté. Et j'espère avoir 1% de l'ambition que tu as vers ce projet que j'ambitionne en ce moment. Chacun, même toi, même Karl, chacun de nous a son ambition. Toi, tu es bon dans ce que tu fais. Dans la vie, c'est comme ça. C'est chacun choisit et chacun excelle. Moi, je suis fier de toi aussi. Parce que tu fais des choses que j'aurais aimé pouvoir faire aussi. Tu comprends, tu as des qualités que moi, j'ai pas. Puis, tu mises sur tes qualités. Donc, merci de me recevoir. Merci en fait de me montrer à ces gens-là. Peut-être que ça peut aider des personnes à mieux s'orienter. Et pour moi, je sais que ça finit par là. Il reste encore des choses à faire. Bien sûr, on est qu'au début de ton parcours. Je suis à 34 ans encore. Donc exact, il y a beaucoup de choses à aller accomplir. Je suis très fier de toi, Dia. Beaucoup. Guys, merci de votre écoute. Je suis très content d'avoir accueilli Dia aujourd'hui. Je remercie le CF Montréal et Hassoun Kamara de m'avoir accueilli dans le stade. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici. Comme d'habitude, commentez, like et abonnez-vous à la chaîne de Kinugo. On va continuer à mettre en lumière des acteurs qui sont parfois dans l'ombre, comme les préparateurs physiques, mais ils ont un rôle très essentiel à l'émancipation et au développement des athlètes professionnels. Sur ce, merci et bonne journée.